Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là pour entamer notre troisième session. Le thème numéro 3 étant l'auto-évaluation. Donc, troisième session des webinaires de la MAP. Trois parties seront abordées lors de ce séminaire, de ce webinaire, pardon. D'abord, la présentation de l'auto-évaluation, son organisation, et enfin un outil et la marche à suivre de cet outil qu'on pourra vous présenter de façon un peu plus précise si vous le souhaitez dans un cadre ad hoc. Donc, première chose, quand on tombe par auto-évaluation. Donc, l'auto-évaluation, comme je souhaiterais l'indiquer, c'est qu'effectivement, il faut la distinguer d'une évaluation classique. Alors, tout d'abord, une auto-évaluation, elle est limitée en termes de périmètre. C'est soit un ou plusieurs territoires qu'on a identifiés, quelques structures, voire un échantillon de projets sur lequel on souhaite avoir un retour d'expérience, un bilan, une photo à un instant T. Ce n'est pas exactement la même chose qu'une évaluation classique qui, elle, va porter sur un périmètre beaucoup plus étendu. Deuxièmement, les objets. Donc, les objets, pareil, seront également limités puisque dans une auto-évaluation, on va généralement poser une ou deux questions très spécifiques, contrairement à une évaluation classique où il va y avoir plusieurs questions évaluatives et derrière lesquelles il y aura également plusieurs sous-questions évaluatives qui correspondent à des critères évaluatifs. Donc là aussi, on est à la fois limité en périmètre, mais également en termes d'objets évalués. La gouvernance est beaucoup plus légère puisque dans une évaluation classique, on peut mettre en place un comité d'évaluation, un comité de pilotage. Dans l'auto-évaluation, généralement, ça se passe en interne. Donc, on a souvent un chef de projet et puis une, voire trois personnes, si c'est possible, qui peuvent éventuellement l'épauler. Mais ça ne va pas aller plus loin et ça va se passer surtout en régie. La durée, donc l'avantage de l'auto-évaluation, c'est sa rapidité. Donc évidemment, puisque cette auto-évaluation est rapide, on la prévoit entre 3 semaines et 1 mois et il faut qu'on arrive à répondre, d'où un outil un peu clé en main à mettre en place très rapidement. Il faudra qu'on arrive à répondre à la question évaluative dans le mois qui suit. Donc, ça se distingue évidemment d'une évaluation classique qui, elle, peut porter sur plusieurs mois, même 6 mois. On parle de 6 mois généralement pour mener à bien l'ensemble de l'évaluation avec tous les questionnaires, les enquêtes, les groupes d'entretien, les ateliers, etc., qui peuvent avoir lieu dans le cadre d'une évaluation traditionnelle. Les compétences, elles sont également différentes puisque dans l'auto-évaluation, on va généralement faire appel à un agent qui est un peu spécialisé, un peu formé au sein de l'agence. Contrairement à l'évaluation classique, où là, on va avoir des experts qui peuvent être soit en interne, soit en externe, mobilisés pour cette évaluation classique. Enfin, le niveau d'analyse, donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le périmètre et l'objet. Évidemment, il est beaucoup plus étendu dans une évaluation classique et beaucoup plus limité, avec peu d'indicateurs sur une auto-évaluation. Alors, pourquoi on souhaite mener une auto-évaluation? Alors, déjà, une auto-évaluation, je vais reprendre quand même aussi finalement les grands objectifs de l'évaluation, parce que même si elle est limitée dans le temps, elle fait aussi partie de la réflexion qu'on peut avoir dans le cadre d'une évaluation. Donc, souvent, une évaluation, c'est fait déjà pour prendre des décisions. C'est fait pour prendre des décisions. C'est fait aussi pour améliorer certaines pratiques. Alors, dans le cadre d'une auto-évaluation, on peut par exemple identifier une pratique un peu défectueuse et se servir de cet outil-là, ou peut-être une très bonne pratique, ça peut être aussi très positif, et essayer de focuser grâce à cette auto-évaluation les réponses, ou en tout cas donc les réponses à la question évaluative, mais en tout cas qui apporteront des réponses sur pourquoi la bonne pratique, pourquoi la mauvaise pratique. Si c'est par exemple un sujet de gouvernance, pourquoi il y a des frictions en termes de gouvernance. Donc l'auto-évaluation est là aussi pour apporter un regard sur les bonnes pratiques. Elle permet aussi de rendre compte. Alors, ce qu'on liste ici, c'est finalement plusieurs moyens de rendre compte. Le premier, c'est un bilan qui peut être limité à un certain stade d'avancement du projet.
c'est-à-dire un point rapide avec quelques indicateurs. On se dit, bah oui, là, j'arrive à un stade de maturité, je voudrais savoir où on en est. Deuxième moyen de rendre compte, c'est de se dire, ben, finalement, on me demande des comptes sur un point bien particulier, sur un focus bien particulier. Je fais appel à l'auto-évaluation pour répondre à cette demande focus, à cette photographie focus sur une thématique bien particulière de mon projet. Alors, on a donné quelques exemples. Ça peut être, par exemple, une offre d'ingénierie qui est très spécifique. On souhaite en savoir plus. Ça peut être une modalité de coopération qu'on souhaite intensifier, qu'on souhaite renforcer, ou qu'on souhaite au contraire mieux comprendre parce qu'elle marche très bien. Ça peut être aussi se dire, bah, finalement, je labellise certaines structures. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent pour cette typologie de structure? Donc tout ça, ça permet de rendre compte. On a encore une troisième possibilité de rendre compte, c'est dans le cadre d'une commande ad hoc qui va permettre d'éclairer sur un point du projet, mais qui est annexe au projet. Parfois, on a des projets qui ont des effets indirects, qui ont des impacts indirects, mais finalement qui prennent beaucoup d'ampleur par rapport au projet. Et ça peut être aussi un des sujets d'une commande ad hoc et qui fait l'objet également d'une auto-évaluation. C'est aussi intéressant d'avoir parfois des changements ou des effets un peu inattendus et sur lesquels on souhaite avoir un regard spécifique. Alors, notre atelier qui a eu lieu, puisqu'on est là aussi pour vous faire un feedback de ce dont on s'est parlé pendant l'atelier qui a porté donc sur cette thématique, c'était premièrement, pour en tout cas ACV, c'était d'avoir une évaluation sur certains pans du projet après un programme qui a quand même duré 5 ans. Donc là, en fait, on était dans un cadre, fin de projet, mais j'aimerais bien auto-évaluer, m'auto-évaluer. Alors, ça peut être aussi porté par le local, hein. Je parle aussi pour le local, aussi bien pour le national, et le local peut aussi s'auto-évaluer avec ces outils-là. Donc là, c'était une des questions, une des interrogations du programme ACV. Sur territoire de sobriété foncière, c'était un peu différent, puisqu'en fait, ils sont en phase expérimentale. Donc là aussi, l'auto-évaluation, quand on mène une expérimentation, c'est bien de savoir où on en est, puisqu'en fait, l'auto-évaluation peut aussi servir à essaimer et à prendre des bonnes pratiques expérimentales et dire, bah, finalement, là, ça marche bien, donc il faut peut-être prolonger le programme. Donc ça aussi, ça peut être un outil pour aller plus loin. C'est se dire, bah, finalement, j'ai fait des focus dans le cadre de cette expérimentation qui a quand même une durée de vie d'un peu plus de 6 mois, hein, parce qu'il faut quand même un retour d'expérience. Là, je vois qu'il y a des choses qui fonctionnent bien. Il y a peut-être matière à faire cette auto-évaluation pour la vendre et peut-être aller encore plus loin dans le programme. Troisième exemple, donc on était également en lien avec les commissariats de massif. Là, en fait, les commissariats, en fait, ils ont des questionnements, notamment en termes de gouvernance. Il y a pas mal d'acteurs, en fait, qui s'imbriquent dans les conventions de massif. Donc l'État, les régions, les autres acteurs locaux, mais on a aussi des dispositifs qui s'intègrent dans ces conventions et dans ces conventions de massif. On a notamment le CRTE qui s'intègre dans le CPER et qui s'intègre également dans les conventions de massif. Donc là, on a en fait des zones, des périmètres qu'on peut éventuellement mieux comprendre par une auto-évaluation qui est beaucoup plus axée sur la gouvernance. Donc, je poursuis sur les fondamentaux. Donc, pour mener une auto-évaluation, il faut évidemment qu'on mette en place une méthode. Et dans cette méthode, on a plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est déjà d'identifier les axes stratégiques. Dans les axes stratégiques, comme on est une agence un peu particulière, en fait, on en distingue deux. Le premier axe stratégique, c'est quels sont les leviers, donc en fait, quelles sont les modalités d'accompagnement que je souhaite évaluer. Dans les modalités d'accompagnement de l'ANCT, on sait qu'on mobilise de l'ingénierie, on coordonne des partenaires, on pilote parfois une gouvernance, on met en place ou on mobilise des moyens humains et financiers. Donc tout ça, il faut l'évaluer. Donc là, on est sur du moyen, sur des modalités d'accompagnement. On a un deuxième axe qui est beaucoup plus en lien avec un projet auquel on contribue grâce à cet accompagnement.
Mais là aussi, c'est intéressant d'avoir un retour sur quid du projet. Est-ce que ce projet se porte bien grâce à cet accompagnement? Est-ce qu'il se met en œuvre correctement? Est-ce que les résultats à mi-parcours et en fin de parcours sont satisfaisants? Donc là aussi, on peut intégrer cette mécanique de l'auto-évaluation en identifiant de façon très délimitée les sujets, les sous-questions et tous les indicateurs qui vont pouvoir y répondre. Ce qui va permettre ensuite de construire un tout petit plan d'action, puisque là, effectivement, encore une fois, on est sur un temps limité, mais un petit plan d'action qui peut éventuellement soit corriger, soit ajuster la ligne ou la trajectoire qu'on s'est fixée sur un projet. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la gouvernance. Je me rends compte qu'il y a des organes de gouvernance ou des membres qui ne sont pas toujours présents. Donc là, je peux faire une auto-évaluation flash sur le taux de présence. Où je me rends compte que la satisfaction des usagers est finalement relativement moyenne sur par exemple, un service de proximité. Là, je lance une mini auto-évaluation et je regarde sur un échantillon bien précis les raisons de la non-satisfaction, au contraire, peut-être les raisons de la satisfaction. Ça dépend, encore une fois, de la façon dont on pose la question. Donc là, je vais mettre en diaporama parce que je vais vous présenter de façon assez rapide voilà, hop. Ah ben, je vous vois quand même, donc c'est mieux. Donc, l'outil qu'on pourrait mettre en place. Alors, l'outil, en fait, il se décline en 3 temps. Il y a un premier temps qui consiste à présenter de façon très rapide le projet. Donc là, je présente ça sous un format PowerPoint. Évidemment, on peut prendre du Word, mais le format PowerPoint permet d'intégrer des schémas assez rapidement et d'avoir un visuel rapide. Parce que c'est vrai que l'auto-évaluation, il faut qu'en maximum 10 pages, on comprenne la réponse apportée à la question. Donc, il faut vraiment que ça soit rapide et qu'on ait vraiment de la bonne matière qualitative en très peu de temps. Donc, c'est ça l'avantage aussi de l'auto-évaluation, c'est que finalement, on est obligé d'être relativement fiable dans ce qu'on avance. Donc, la première partie, c'est la présentation du projet. La deuxième, vous verrez, c'est la gouvernance, parce que s'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'auto-évaluation. Donc, on est obligé de regarder de façon un petit peu précise la gouvernance, le système de gouvernance qui va notamment valider la donnée qu'on va ensuite traiter dans l'auto-évaluation. Donc, si on se rend compte notamment que la donnée n'est pas traitée, n'est pas validée, il peut déjà y avoir un sujet. C'est pour ça qu'il faut passer un petit temps, encore une fois, assez limité sur la gouvernance. Et enfin, on aura l'outil d'auto-évaluation en tant que tel qui pourra être diffusé sous différentes formes. Le premier bloc dont je voulais vous parler, c'est donc la présentation du projet. Donc, très rapidement, il faut dire ce que c'est comme projet, quel est le territoire que je cible dans l'échantillon, à quel DGD ça s'est raccroché, quelle est la direction, à qui c'est raccroché ou service concerné, la date de début, le degré d'avancement. Alors là, c'est important parce qu'évidemment, l'auto-évaluation, elle peut intervenir à tous les stades du projet. Il faut quand même qu'elle soit un peu, que le projet soit un peu mature pour que l'évaluation apporte quand même un peu de grain à moudre. Hein. Et enfin, des notions budgétaires et financières pour savoir où on est en termes de consommation de crédit. Après, la temporalité de la problématique étudiée, elle est importante parce qu'évidemment, si vous vous retrouvez à la fin du projet, donc, on va avoir beaucoup plus de choses à dire que si on est à 6 mois. Donc, la temporalité, il faudra simplement intégrer un petit calendrier à l'intérieur de cette présentation du projet. Le profil du territoire, donc ça, c'est à vous de détecter les bons indicateurs qui vont avec la question. Donc, généralement, là, on a dit le nombre de QPV, mais ça peut être évidemment autre chose. Quelles sont les fragilités qui sont détectées à l'heure où on mène l'auto-évaluation? Le projet en tant que tel, un rappel très, très rapide des objectifs stratégiques, des objectifs opérationnels et surtout de la problématique qui est analysée dans le cadre de l'auto-évaluation. Et enfin, les objectifs, 2-3 maximum, attendus dans le cadre de l'auto-évaluation. Alors, pour la gouvernance, ce qu'on propose, ce qu'on recommande, c'est déjà de mettre en place très rapidement un mini organigramme pour qu'on voit très vite où sont les différentes instances de validation opérationnelle, donc comité de pilotage, comité opérationnel, donc tous les comités locaux, les équipes projets. Et également, dans ce schéma, ce qui est pas mal, c'est d'identifier assez clairement qui fait quoi, notamment sur les aspects pilotage et sur les aspects opérationnels. Parce que parfois, on a des zones de friction et on ne sait pas
qui valide quoi? Ou est-ce que finalement cette personne-là en tant que partenaire est véritablement pertinente dans la gouvernance? Donc, c'est vrai que le fait de décliner les rôles et responsabilités de chacun de façon assez rapide, ou au moins sur les pilotes, ça permet de savoir où on va. Pareil, sur les partenaires, c'est bien aussi de les identifier très clairement et de voir quel est leur niveau d'engagement. Si on se rend compte qu'un partenaire, finalement, est là uniquement pour être présent, sans forcément apporter quelque chose au projet, on peut se poser des questions. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que sur ces aspects gouvernance, on puisse identifier qui fait quoi, les rôles et les responsabilités, et éventuellement, tout de suite, des facteurs bloquants. Parce que si la gouvernance n'est pas bien huilée, le reste risque d'en pâtir. Donc, j'insiste là-dessus. Parfois, on pense que tout va bien, alors que sur place, on se rend compte qu'il y a pas mal de freins et de blocages qui ne permettent pas forcément des bonnes coopérations, des bonnes coordinations. Donc, on se retrouve un peu coincé par une gouvernance qui n'a pas forcément été toujours très bien réfléchie au départ. Alors, parfois, ça fonctionne très bien, mais parfois, elle ne fonctionne pas bien, aussi parce qu'elle coexiste avec d'autres organes de gouvernance en parallèle sur des actions qui sont un peu similaires. Donc là aussi, il faut en parler parce que parfois, ça se télescope. Donc ça, c'est un point important. Alors, j'arrive sur cette petite grille d'analyse que je vais vous présenter très vite, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, cette grille, elle reprend très rapidement le profil du projet, les différents axes qu'on souhaite analyser, puis ensuite les sujets sur lesquels on souhaite porter notre regard dans le cadre de l'auto-évaluation. Alors, ce qu'on appelle sujet dans l'évaluation, on appelle ça aussi des critères d'évaluation. Ces critères d'évaluation, alors là, par exemple, la représentativité, c'est le comité de gouvernance a une forte représentativité, c'est-à-dire que tout le monde est présent et le comité de gouvernance, le comité de pilotage, pardon, a un taux de présence aussi, dans tous les comités de pilotage, qui est très satisfaisant. Donc ça, ce sont des critères d'évaluation. On appelle ça sujet parce que le problème du critère d'évaluation est souvent mélangé avec les critères qui servent à poser la question évaluative. C'est pour ça que je préfère parler des sujets d'évaluation. Et je pense que ça vulgarise un peu le terme, mais c'est plus parlant pour vous. Donc, à chacun des sujets ou de critères d'évaluation correspondent des sous-questions associées. Et ces sous-questions, on va y répondre grâce à des indicateurs. Donc, on va y répondre grâce à un ou deux indicateurs, très brièvement, ou des faisceaux d'indices. Parce que l'auto-évaluation, elle peut être à la fois analytique, donc je collecte un certain nombre de documents de façon très ciblée, mais elle peut être aussi qualitative, et elle peut être qualitative notamment à travers des questionnaires ou des enquêtes flash qu'on fait sur le terrain. Alors, l'enquête flash, c'est comme un système de vote, puisqu'encore une fois, on doit être très rapide, où on répond par oui ou par non, où on a un choix multiple, ou on a un menu déroulant. On ne peut pas trop traiter le commentaire dans ce cadre-là. Donc, c'est vrai que si on veut en savoir plus, il faut que les questions soient extrêmement bien tournées et que les menus déroulants soient suffisamment riches pour pouvoir y répondre. Voilà. Donc ça, ce sont les indicateurs. Donc, soit des indicateurs quanti que vous allez trouver. Alors, nous, on a proposé un certain nombre d'indicateurs, notamment dans la méthode d'impact, que vous pouvez retrouver dans ce qu'on a diffusé il y a à peu près une quinzaine de jours. Mais vous pouvez également avoir des indicateurs qui sont beaucoup plus spécifiques et qui sont directement liés à des systèmes de vote à travers des enquêtes, notamment en ligne. Les résultats, ensuite, donc ça, c'est à vous de les analyser. Il faut évidemment qu'on identifie les sources et les modalités de collecte. Donc, est-ce que c'est une collecte qui est via un référent, via un coordonnateur? Est-ce que les sources sont existantes via des documentations bien particulières? Est-ce que c'est donc une enquête? Enfin, voilà, donc les sources de données doivent être absolument identifiées à ce stade. Enfin, une fois que vous avez rempli ces colonnes-là, donc je vais d'ailleurs passer en revue la première colonne, donc l'axe, parce que je suis passée un peu vite. Donc ça correspond aux différents types d'accompagnement. Ensuite, on a les sujets. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'était un peu pour synthétiser ce que je viens de dire. Ils sont formulés, donc ils vont permettre de formuler les différentes questions évaluatives. Ensuite, vous avez les sous-questions, donc qui vont être formulées grâce à nos sujets.
Ensuite, vous avez donc les indicateurs ou les faisceaux d'indices. Donc là, on dit qu'il est conseillé de ne retirer que des indicateurs clés en main, aisés à collecter et fiables, avec éventuellement des valeurs cibles. C'est bien d'avoir des valeurs cibles, c'est un plus. Et ensuite, ça ne marche plus. Non, ça ne marche plus. Je n'arrive. Ah bah voilà. Attends. Oh là là. Hop. Parce qu'il est un peu long. Hop. Je reviens. Voilà. 5. Donc j'étais sur le 5. Donc le 5, en fait, ça va vous permettre en fait d'identifier les niveaux de satisfaction des résultats que vous aurez donc engrangés à travers les différents résultats. Le niveau 1 correspond à un résultat satisfaisant. Le niveau 2 correspond à une évaluation correcte. Le niveau 3 correspond à une évaluation qui est satisfaisante. Le niveau 1 correspondant à une évaluation non satisfaisante. Donc là, en fait, en rouge, j'ai un niveau 1 qui apparaît parce que finalement, mes indicateurs me font penser qu'a priori, mes résultats ne sont pas si bons que ça. Mais j'ai un niveau de fiabilité, donc c'est là où intervient la phase numéro 6. J'ai un niveau de fiabilité qui est relativement médian, donc j'ai à peu près 50% dans ce cas-là. Donc c'est vrai que la tendance me fait dire que mes résultats ne sont pas très bons. En revanche, si j'ai un niveau de fiabilité qui est relativement médiocre, peut-être qu'il ne va pas falloir que je prenne en compte cette priorité. Je peux en tenir compte de façon un peu générale dans le cadre de dans les résultats de mon auto-évaluation, mais ça ne va pas être une action prioritaire, si en tout cas je dois le décliner ensuite en plan d'action, qui doit être porté. Je passe ensuite au numéro 7. Donc les sujets prioritaires qu'on juge aujourd'hui prioritaires, ce sont des priorités 1, donc résultats qui sont peu satisfaisants, et des niveaux de fiabilité en termes de sources qui sont supérieurs à 75%. Donc c'est pour ça que dans la dernière colonne, vous avez vu que le numéro 1 qui correspond à un résultat où il faut faire quelque chose, plus un niveau de fiabilité à 75%, correspond à un sujet qui doit être traité de façon prioritaire. Donc ça, en fait, c'est dans l'auto-évaluation, il faut qu'on trouve une méthode qui permet de tout de suite actionner des leviers sur des thématiques ou sur des sujets qui nous semblent prioritaires. Donc, il faut être sûr, évidemment, des résultats qu'on a obtenus et il faut évidemment qu'on ait les bons indicateurs pour pouvoir juger de la satisfaction ou non des résultats qui sont obtenus. Donc voilà pour cet outil. Je suis désolée pour les post-it qui sont un petit peu baladés à droite à gauche. Mais en tout cas, j'ai terminé pour cette présentation et il me reste éventuellement à vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions? On a encore 2 petites minutes. Je vais arrêter le partage d'écran. Ou est-ce que peut-être que vous voulez parler des besoins que vous avez, vous, sur l'auto-évaluation? Il y a peut-être des sujets sur lesquels vous souhaitez avancer un peu plus en utilisant cette mécanique. Bonjour, je suis désolée, je suis arrivée un petit peu en retard, j'ai eu du mal à me connecter. Donc, je regarderai les premières minutes sur le replay. En tout cas, pour ma part, c'était clair. Et c'était pour avoir une idée, une vision de l'auto-évaluation générale. Donc, je vous remercie. Ok, très bien. Merci, Calypso. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Bon, après, c'est vrai que sur le tableau que je vous ai présenté, qui est en fait un peu automatisé, après, il faut que vous le preniez en main parce que c'est comme ça qu'on commence à rentrer un peu dans la démarche auto-évaluative. Mais c'est vrai que l'auto-évaluation, elle se réfléchit déjà en termes de périmètre. C'est vraiment un outil qui permet d'aller vite. Donc, comme c'est vraiment l'atout numéro 1. Donc, pour aller vite, il faut qu'on respecte un certain nombre de conditions et de prérequis qui supposent notamment de limiter le périmètre et de limiter l'objet de l'évaluation. C'est à la fois le périmètre et l'objet. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Bon, écoutez, il est 14 h, donc s'il n'y a pas
plus de réactions, je vais vous laisser. Et de toute façon, on vous partagera le document de façon très rapide aussi, comme l'auto-évaluation. Merci beaucoup. Bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Oui, Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.